D'abord, je dirais que mon travail consiste à comprendre les expériences humaines qui sont variables, hein, variables selon les lieux, variables selon les époques. Et donc, dans ce cas-là, on peut dire que mon travail consiste à comprendre la culture, comprendre les cultures à travers les humanités qui sont multiples. Hein. Ça, c'est le premier aspect que je dirais, hein, pour ce qui concerne mon travail. Le deuxième aspect est donné par votre question, à savoir qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce travail. Alors, c'est assez étonnant, mais je ne commencerai pas par qu'est-ce qui m'a donné envie, c'est qu'est-ce qui a fait que j'ai fait ce travail. En fait, je suis parti d'une humilité, tout simplement. Moi, j'étais en philosophie, et puis j'avais très envie de travailler sur Heidegger. Sauf que Heidegger écrit en allemand, que je ne connais pas l'allemand, en tout cas pas assez, pour lire Heidegger en allemand. Et donc je me suis dit, ben, je ne vais lire que des traductions. Et lire que des traductions, je risque de ne pas apporter quelque chose d'original par rapport à tous ceux qui lisent en allemand et qui connaissent bien le français aussi. Bon, alors qu'est-ce que je fais? J'ai dit non, je ne suis pas suffisamment outillé. Et je regarde du côté français, il n'y a pas des auteurs qui m'attirent particulièrement. Et donc j'ai dit, bon, dans ce cas-là, je vais me retourner vers ma propre réalité. Et je vais essayer de voir si ma réalité me permet de faire de la philosophie, oui ou non. Comment comprendre mes réalités culturelles, à savoir les lobbies, les daveras. Hein, comment lire cette réalité culturelle avec de la philosophie qui provient d'une autre ère de civilisation. Voilà, donc voici comment je suis parti. Et à l'arrivée, j'ai envie de dire que finalement, ça se résout à l'humilité. Et je constate aujourd'hui à l'expérience que la plus grande, la plus forte motivation, de mon point de vue en recherche, c'est l'humilité. Quand on est humble, ben, on part du principe qu'on ne sait pas. Et si on part du principe qu'on ne sait pas, eh bien, on va peut-être trouver des choses intéressantes. Et c'est comme ça que je considère ceux avec qui je travaille. Quand j'arrive sur mon terrain, eh bien, je considère que je ne sais pas et que c'est eux qui vont me permettre de savoir. Voilà comment est-ce que je suis venu à l'ethnologie, si j'ose dire. C'était intitulé « Essai d'anthropologie philosophique ». Et je dois ce titre en réalité à Max Scheler. Hein, Max Scheler, le livre de Max Scheler, La situation de l'homme dans le monde, hein, chez Aubier en 1951, si je ne me trompe pas. Voilà. Et c'est là où j'ai trouvé l'expression essai d'anthropologie philosophique. Non, pas essai. J'ai trouvé l'expression anthropologie philosophique. Et j'ai dit, mais finalement, voilà ce que je vais faire. Et donc, j'ai appelé ma thèse essai d'anthropologie philosophique. Vous voyez là aussi, pareil, humilité. Je ne me considérais pas suffisamment autorisé à faire de l'anthropologie philosophique. Si bien que, en fait, j'ai beaucoup perdu, puisque quand on est humble, il faut aussi faire attention. Parce que je ne me suis jamais autorisé à vraiment porter le manteau de l'anthropologie philosophique, si bien que c'est d'autres qui l'ont porté après moi. L'anthropologie est une discipline d'humilité. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez quelque part, vous n'êtes pas connu. Et là où vous arrivez, vous ne connaissez pas non plus. Vous avez beau préparer votre enquête, c'est une préparation et l'inconnu demeure. Et quand vous arrivez en tant qu'inconnu, en tant qu'étranger, et là je dis le mot étranger au sens plein du terme, c'est-à-dire celui qui n'est pas familier à un lieu où il arrive, qui n'est pas familier aux pratiques, qui n'est pas familier aux habitudes, qui n'est pas familier aux personnes, eh bien, il faut, se faire accepter, hein, éviter, j'allais dire, le stigmate de Goffman, voilà, ou en tout cas, peut-être pas éviter, mais supporter, hein, supporter le stigmate de Goffman, et pour ensuite se faire accepter et pouvoir faire son travail.
Si vous arrivez en terrain conquis, il est fort à parier que vous n'allez pas apprendre grand-chose. Mais si vous arrivez avec humilité, en montrant que vous êtes là pour apprendre, hein, et que ceux que vous avez en face de vous, ils en savent certainement mieux que vous, eh bien vous avez de la chance d'apprendre beaucoup de choses. Donc l'anthropologie, oui, mais moi je continue de penser que c'est la situation de toute recherche. Moi, je définis la beauté comme étant le plaisir des yeux, le plaisir des oreilles et le plaisir du toucher. Mais alors, le plaisir des yeux, c'est simple, c'est tout ce qui a affaire à tout ce qui a trait aux arts plastiques. Hein. Le plaisir des oreilles, tout ce qui a trait au théâtre, les arts du spectacle, musique, théâtre, d'accord. Plaisir du toucher, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que ce qui est de l'ordre des arts plastiques, dans le contexte, on va dire occidental, eh bien, donner à voir des objets de beauté, il est interdit d'y toucher. Donc, comment on fait? Et pourtant, on a du plaisir ou du déplaisir lorsqu'on touche. Hein? Il y a des matériaux, quand on les touche, on a une sensation qui nous plaît. Donc, pour moi, il y a un plaisir du toucher. Hein? Et que dans le contexte de la muséographie, c'est un point de vue que je défends. Je sais que c'est interdit, mais pour moi, il faut absolument pouvoir toucher. Alors, évidemment, il y a des moyens pour toucher aujourd'hui, hein, puisqu'on fait en sorte que les personnes malvoyantes puissent goûter aux œuvres, notamment plastiques. Mais moi, je continue de dire que ce n'est pas encore le toucher de l'œuvre, c'est le toucher d'un facsimilé et non pas le toucher de l'œuvre. J'ai fait travailler des étudiants sur cette question du toucher dans une exposition et on est allé jusqu'à aller en Afrique. Enfin, depuis l'Afrique, on a ramené des morceaux de bois qui ont servi à la fabrication de certains objets qui étaient dans l'exposition. Et j'ai dit aux étudiants, vous voyez ça, ok, vous avez voulu ça, mais il se trouve que le bois que les spectateurs touchent, ce ne sont pas les œuvres. Parce que les œuvres sont travaillées, alors que le bois, il est brut. Donc, on n'a pas la même sensation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans ce premier aspect de la définition de la beauté, il y a déjà un problème. On dit souvent que la beauté, c'est ce qui s'adresse au sens. Sauf que cette beauté qui s'adresse au sens ne s'adresse pas toujours à tous les sens. Donc pour moi, ça pose problème. C'est une définition difficile à établir parce qu'il y a dans cette définition un manque. Mais ça, c'est le premier aspect de la définition qui porte sur la beauté. Le deuxième aspect, eh bien, la laideur, je dirais, c'est ce qui déplaît au même sens. La laideur, c'est ce qui déplaît au même sens. Donc, si je dois résumer, pour moi, la beauté, c'est un sentiment positif, alors que la laideur est un sentiment négatif. Ce qui est assez frappant, c'est qu'on est sur la même question, dont on va parler plus tard certainement, qui est l'esthétique. Bon, mais je laisse en suspens. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fini ma définition de la beauté et de la laideur. C'est là que j'ai donné un côté positif et un côté négatif. Mais entre les deux, il y a quelque chose qui n'est jamais cité et qui renvoie à la bouche, à savoir à la langue. Hein? La langue fait partie des sens. La langue fait partie des sens. Et la langue fait partie des éléments que nous devrions convoquer pour définir la beauté. Sauf que dans ce cas, on ne parle pas de beauté, mais on parle de bon. Et mieux encore, on parle de goût. Et ce qui est curieux, le goût, c'est l'autre nom du beau, en tout cas en esthétique. Le goût,
c'est le beau. Hein? Le jugement du goût, c'est le jugement du beau. Sauf que quand on dit goût, bah, on a référence à quoi? À l'agréable. Agréable qui n'est pas la beauté. Et qui n'est pas la laideur non plus. Et dont on parle assez peu. Et c'est pour moi ce qui se trouve entre le beau et la laideur. Mais dont on ne parle pas véritablement. Là où il y a peut-être un point intéressant, eh bien, c'est la perspective individuelle. C'est là où il y a quelque chose d'intéressant. La perspective individuelle. C'est-à-dire que, eh bien, ce que moi je vais concevoir comme étant beau peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Et ce que je veux concevoir laid peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Voyez? Mais, eh bien, l'idée qu'il y ait du beau ou qu'il y ait du laid, cette idée-là existe pour chacun de nous. Mais l'expérience que chacun en fait est très souvent différente d'un sujet à l'autre. Pour moi, il y a 3 points. Cela commence par un sentiment négatif. Cela commence par un sentiment négatif. Plus clairement, la colère. J'ai été à un moment donné en colère, et cette colère, je l'ai traduite de la façon suivante. Eh bien, pourquoi ce sont principalement, pour ne pas dire uniquement, des Européens, voire des Blancs, mais ne prenez pas blanc au sens péjoratif du terme. Quand on dit blanc en Afrique, c'est propre, quoi. C'est pas une insulte. Voilà. Pourquoi ce sont des Européens, principalement avec des Américains, et c'est pour ça que je dis blanc, même s'il y a des Noirs américains, voilà, se sont intéressés, voire s'occuper de l'art africain. Pourquoi? Pourquoi ce sont eux qui collectent des objets? Alors, souvent on dit oui, ils ont l'argent. Comme si l'argent expliquait tout. Ça a été vraiment la première interrogation qui m'a habité pendant longtemps. Parce que je regarde autour de moi, je vois des intellectuels, je vois des gens qui sont suffisamment nantis, d'accord? Puisqu'on parle d'argent, ils sont suffisamment nantis, et pourtant, vous allez chez eux, vous n'allez rien trouver. Ils sont africains, vous n'allez rien trouver qui puisse renvoyer à leur culture. Alors que quand on voit des Européens, bon, tous ne font pas des collections. Mais beaucoup s'intéressent aux collections. Les Européens, collègues que j'ai toujours, et qui ont été en Afrique, eh bien, ils ont des collections. Et puis un jour, je dis, mais moi, je viens de là, il n'y a rien chez moi. Mais eux, ils en ont. Mais comment ils font? Et pourquoi? Donc, ça m'a suffisamment travaillé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, qui est plus heureux, eh bien, mais qui a aussi son côté négatif, on va y venir un peu plus tard, eh bien, ce fut en tout cas par mimétisme intellectuel. Voilà. J'ai eu une envie de mimétisme intellectuel, à savoir que, eh bien, je voulais être comme Philippe Lacoue-Labarthe. Voilà. Je voulais être comme lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a travaillé sur la question esthétique. D'ailleurs, il était reconnu, non pas comme philosophe, c'est-à-dire en 17e, mais en 18e. Il était reconnu, il avait un poste de 18e, non pas comme Jean-Luc Nancy qui avait un poste de 17e. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Voyez? Et moi, je voulais être comme lui. Alors, je ne rêvais pas de l'atteindre. Voilà, je me disais, ça va être compliqué, quoi. Mais j'aimerais quand même faire le travail qu'il fait. Et je suis allé voir Lucien Brown. Et j'ai dit à Lucien Brown que je voulais faire l'histoire de l'esthétique. Et Lucien Brown s'assoit, il me regarde après, il dit, vous voulez faire l'histoire de l'esthétique? Bon,
vous pouvez faire mieux que Philippe Lacoue-Labatte. Il m'a dit ça comme ça. Bon, vous voyez, alors, ça a l'air d'être amusant, mais pour moi, c'était très profond. C'était très profond, j'étais très au sérieux avec ça. Donc je voulais être comme lui, et en fait, j'avais déjà son itinéraire qui m'avait été tracé par un de ses amis que j'ai eu à l'université de Ouagadougou quand je commençais mes études, et qui s'appelle François Varin, c'est mon premier maître en philosophie. Et donc, je savais un peu ce qu'il avait fait et ce qu'il était, et je voulais suivre ses pas. Ça, c'est le deuxième élément. Bon. Le troisième élément, eh bien, c'est la place de la beauté dans mes recherches. Eh bien, la place de la beauté dans mes recherches, elle est centrale, en réalité. Elle est centrale. Cependant, je dirais que le terme beauté est rarement analysé en tant que tel, et après 1998. Voilà. Jusqu'en 1998, je parlais de la beauté souvent, j'ai écrit des textes qui touchent à la beauté, mais toujours à partir du terme esthétique. Voilà. Mais à partir de 1998, plutôt à partir de 1999, j'ai moins de textes dans lesquels la beauté est présente. En revanche, je dirais que je traite beaucoup des questions de beauté à travers les expositions, à travers la question de l'exposition, à travers la question du patrimoine, à travers la question, je dirais, de culture, voyez. Et donc, qu'en est-il de la laideur, puisque la question s'adresse à la laideur aussi? Eh bien, je dirais que la laideur, je n'analyse quasi jamais la laideur, mais elle n'est jamais absente, parce que ce que je dis à propos de la beauté, c'est l'autre face, qui est la laideur, et que je n'énonce quasi jamais explicitement, mais dans l'implicite, la laideur est toujours là, voyez. Et pour le dire en un mot, eh bien, la laideur qui est abordée, eh bien, c'est le non-dit de ce que je dis de la beauté en réalité. Oui, ça c'est une question aussi qui n'est pas simple en fait. En plus, ça touche à la subjectivité de chacun de nous. Alors, moi je dirais que mon rapport personnel à la beauté, eh bien, je le place au niveau, d'abord au niveau des énoncés. Quand j'énonce quelque chose, que ce soit oral ou beau, ben tiens, ce que nous sommes en train de faire, eh bien, il y a quelque chose, dans ma façon de dire les choses, il y a quelque chose qui relève de mon rapport personnel au beau, qui est que quand je vous réponds aux questions, il y a une volonté qui est là, qui est que je voudrais que mon énoncé soit bellement dit. Je voudrais que mon énoncé soit bellement dit. Je voudrais que mon énoncé soit bellement formulé. Mais que cet énoncé qui est bellement dit, bellement formulé, eh bien, corresponde à une vérité. Que le bel énoncé corresponde à un fond qui est vrai, à un fond qui est bien. Par conséquent, si j'ai une pensée qui est vraie, mais mal présentée, eh bien moi, ça ne me convient pas. Voilà. Si c'est mal présenté, ça ne me convient pas. Ça a beau être vrai, ça a beau être exact, si c'est mal dit, ça ne me convient pas. Bien. Après, ça veut donc dire que mon rapport personnel à la beauté est aussi le paraître. Mais le paraître ici, non pas au sens péjoratif du terme, mais le fait d'être dans la lumière, d'être dans l'éclat. Voilà, physiquement parlant, sensiblement parlant, eh bien, là aussi, je trouve qu'il faut être correct.
C'est ça. Hein. Dans son paraître, il faut être correct. Il faut être dans une attitude adéquate. Voilà. Et donc, être dans une attitude adéquate quant au paraître, eh bien, pour moi, c'est prendre en compte les gens qu'on a autour de soi. Et être dans cette attitude-là, du point de vue du paraître, eh bien, renvoie au respect que j'ai à l'égard des gens qui sont autour de moi. Et qui fait que, eh bien, dans ma façon d'être, eh bien, il ne faudrait pas que ma façon d'être choque X ou Y. Voilà, par exemple. Et là, c'est un rapport, c'est mon rapport personnel à la beauté. Et donc, si je ramène ça à la recherche, il est évident que ce que j'écris, eh bien, j'aimerais que ce soit bien dit et que ce soit aussi vrai. À cela, j'ajouterais aussi, pour que ce soit clair, j'ajouterais aussi la vie. C'est-à-dire que ma pratique scientifique doit aussi correspondre à un mode de vie. Parce que la recherche, la science que j'essaye de construire n'est pas quelque chose de faux, n'est pas quelque chose qui est déconnecté de la vie. Il faut que ma pratique scientifique ait un minimum de correspondance avec ma vie, c'est-à-dire ma façon de vivre. Voilà. Donc, ce côté aussi, oui, et c'est pour ça que je parle du paraître dans le sens où, eh bien, je suis en public, par exemple, eh bien, ma façon d'être doit être conforme à un certain idéal. Voilà, c'est ça. Hein, et parce que, justement, là aussi, c'est du respect pour les autres. Comme dans la recherche scientifique, parce que vouloir donner quelque chose de vrai, c'est du respect pour l'autre, parce qu'il y a quelqu'un qui va vous lire. Selon ma conception des choses, eh bien, moi j'ai plutôt le sentiment que je ne peux pas trouver une œuvre qui soit à la fois belle et laide. Non. Moi, je trouverais, soit elle est belle, soit elle est laide, ou alors, tout au plus, elle est énigmatique. Voilà. C'est-à-dire que je ne peux pas me prononcer sur la beauté ou la laideur de l'œuvre en question. Bien. Maintenant, je pense qu'il y a une nuance entre, de mon point de vue, ce qui relève de l'émotion, ce qui relève de la sensibilité, et ce qui relève, j'allais dire, de la compréhension d'une œuvre. C'est-à-dire, le ou les messages que l'œuvre véhicule. Et le ou les messages que l'œuvre véhicule, il y a les conditions de création de l'œuvre en question. Par conséquent, l'exemple que vous avez donné de Gauguin, eh bien, pour moi, les tableaux de Gauguin, ce sont des tableaux magnifiques. D'un point de vue sensible, esthétique, c'est magnifique, c'est beau, et c'est ça qui me plaît. Maintenant, est-ce que cette belle œuvre a un fond sémantique intéressant? Est-ce que je dois continuer de dire que l'œuvre est belle lorsque j'apprends la vie de Gauguin quand il était à Tahiti? Ou est-ce que dès lors où j'apprends la vie de Gauguin, dont je pense que les circonstances de vie sont éthiquement reprochables, est-ce que je change mon goût esthétique ou est-ce que je change mon goût cognitif? Là est la question. Personnellement, je ne changerai pas de goût esthétique. En revanche, je ne regarderai plus l'artiste en question de la même manière qu'avant d'avoir connu cela. Vous voyez, je vais vous donner un exemple qui pose problème et qui touche à l'auteur que je voulais étudier au début de mes travaux, de mes études. C'est évidemment Heidegger. On connaît la polémique. On connaît sa fameuse position en 1933.
Bien. Il y a de grands auteurs qui ont dit que il ne faut plus lire Heidegger. Il y a quelques années, je l'ai cité ici même dans ce bâtiment, et j'ai été plus ou moins pris à partie par des collègues. Enfin, j'exagère peut-être, mais en tout cas, il y en avait au moins un qui considérait que, voilà, il ne faut jamais citer Heidegger. Vous voyez? Et il y a des gens comme moi. Personnellement, évidemment, je condamne l'attitude de la personne. Mais du point de vue de la pensée philosophique de cette même personne, je ne peux pas dire qu'il n'a pas une pensée philosophique. Je ne peux pas dire que toute sa pensée philosophique est négative, eu égard à son positionnement politique, que je condamne du reste. Vous voyez, pour moi, c'est... Voilà, j'en suis là. Pour moi, la connaissance de l'attitude d'un artiste à l'égard de l'humanité, par exemple, eh bien, ne devrait pas supprimer le goût esthétique qu'on a à l'égard de l'œuvre. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se joue? Il se joue un affect des formes sensibles et des couleurs sur de l'émotivité que j'exprime. Et c'est ça qui me plaît. Ce n'est pas en fait la position politique de l'artiste qui me plaît. Vous voyez? Ce n'est pas sa position éthique qui me plaît. Non. Il a beau être ce qu'il est, mais il peut y avoir quelque chose qui touche à la sensibilité justement esthétique. Là, c'est un peu décontextualisé, mais je pense à Spinoza à propos du sujet. Hein, Spinoza dit qu'il n'y a pas un être rationnel d'un côté et un être intelligible de l'autre. C'est un peu ça. Voyez? Donc, si on prend ça de ce point de vue, on rejettera l'œuvre en question. Mais si on accepte de dire que d'un côté, bon, il y a l'éthique, il y a le politique, et il y a l'artistique, il y a l'esthétique, eh bien, on peut peut-être avoir deux positions qui sont légitimes, qui sont acceptables. Dans un cas, on va condamner, et dans l'autre, on va apprécier positivement. Le beau est un sentiment positif et le laid, dans une certaine mesure aussi, son opposé négatif. Alors, on pourrait dire que c'est déjà une dissociation. Mais on va aller un peu plus loin en disant que beau et laid sont des concepts. Et en tant que concept, moi, je trouve que ce sont des concepts universels. Même si, eh bien, alors, pour être prudent, je n'ai pas une connaissance de l'étendue de l'humanité. Hein. Il est possible que dans d'autres formes d'humanité, ce ne soit pas ainsi. Mais jusque-là, disons ce que je sais, je peux dire que le beau et le laid sont des concepts universels. Maintenant, dans leur expression empirique, dans leur manifestation empirique, eh bien, ça relève du particulier. Suivant les sociétés, suivant les cultures, eh bien, le beau n'est pas le même d'une culture à l'autre. Hein? Vous voyez, là, on a les deux petites statuettes que nous avons là-bas, juste après la deuxième grande, eh bien, qui sont des statuettes lobby. Pour moi, on a là deux exemples esthétiques assez intéressants. Pourquoi? Parce que chacune des deux statues a seulement une jambe. Hein? Seulement une jambe. Hein? Et il y a le traitement est fait de telle sorte que, pour moi, c'est assez ingénieux. C'est un travail géométrique considérable parce que le centre de gravité a été bien étudié. Voyez? Pourquoi? Parce que c'est juste une jambe pour des objets qui tiennent en équilibre sans aucun autre élément. Voyez? Alors,
Pour moi, ça correspond à une esthétique donnée. Et curieusement, quand j'ai acquis ces pièces, j'ai trouvé que c'était une esthétique plutôt occidentale. Hein? Et pas une esthétique, j'allais dire, africaine, voire une esthétique lobby, voyez. Et pourtant, ce sont des statuettes lobby. Alors, malheureusement, je ne connais pas du tout leur représentation sémantique dans la société, en tout cas pour ces exemples-là. Bon, je sais que ce sont des statues qui peuvent être utilisées pour la divination, pour la guérison, dans le cadre de la médecine traditionnelle. Ça je sais, ça c'est une possibilité. Mais au-delà de ça, eh bien, il y a un sens qui peut être beaucoup plus précis et qui renvoie au fait que chacune des statues est sur une jambe. Voyez? Et ça, en revanche, je ne sais pas. En plus, vous voyez, la dame, elle est en grossesse, en réalité. Dans la manifestation empirique d'une société à l'autre, eh bien là, on ne peut plus parler d'universel. On va parler de particularité, alors que du point de vue du concept, quand je dis concept, ça veut dire que quelle que soit la société qu'on prendrait dans l'humanité, avec la réserve que j'ai posée au début, eh bien, il va y avoir une conception du beau. Cette conception du beau peut ne pas être la conception du beau pour un Alsacien, qui ne peut pas être la conception du beau pour un Catalan, par exemple, mais chacune des populations a une conception du beau et du laid. Il peut y avoir des influences, il peut y avoir des emprunts. Vous voyez, déjà en 1931, lorsque Griol rédige ce petit fascicule qu'ils ont appelé Instruction au collecteur d'objets ethnographiques. Dans ce petit texte, eh bien, il dit qu'il faut collecter tous les objets, y compris des objets qui ont des marques européennes. Parce que l'objet qui a un élément européen ou l'objet qui est utilisé par la population et qui est un objet totalement européen n'est pas toujours utilisé comme les Européens l'utilisent. Donc, Griol dit collecter aussi ces objets-là. Donc, vous voyez, ça veut dire que là, de quoi il est question? Il est question de la possibilité d'un détournement d'un objet qui vient d'une autre culture et dans lequel on va inscrire autre chose. Par conséquent, la circulation, oui, mais la circulation, ça transforme les pratiques. La circulation participe à la construction des cultures. Donc, par conséquent, il va y avoir des emprunts et il y a des moments, on peut avoir une société, un groupe humain qui va emprunter les normes esthétiques d'un autre groupe. Et donc, quand on va voir, on pourrait penser que, eh bien, ce qu'on constate dans un groupe A comme norme esthétique appartient à ce groupe A, alors que cette norme est peut-être venue d'un groupe B, d'un groupe C, d'un groupe X. Voyez? Alors, pour moi, on est dans ce que j'appelle le processus de la mondialisation également. Les Lubi et les Dagara constituent en fait un groupe assez particulier. Ils appartiennent, si on fait une classification des populations au Burkina, ils appartiennent à ce qu'on appelle le groupe voltaïque. Le groupe voltaïque est un groupe qu'on considère comme étant le groupe plus ou moins plus ancien au Burkina, qui correspond à une population qu'on peut dire assez autochtone, quoi. Voilà. Donc, ils sont dans le sud-ouest du Burkina Faso et ils partagent un territoire qui se situe aussi bien au Ghana, en Côte d'Ivoire, qu'au Burkina Faso. En réalité, le territoire des Lobi et des Dagara, surtout les Lobi, mais les Dagara aussi, se situent, non, les Lobi, c'est sur les trois, Burkina, Côte d'Ivoire et Ghana. Alors que les Dagara, c'est sur les deux pays, le Burkina et le Ghana. Cette histoire, on la trouve chez Henri Labouret, Les tribus du Rameau Lobi. C'est un ouvrage qui date de 1931, qui est
Alors, il faut, quand on lit ce livre, sur un côté, on sera horrifié. Parce que c'est un administrateur colonial, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup publié, hein, mais en même temps, il a des positions qui sont... alors aujourd'hui, on dirait que ce sont des positions racistes. Hein, voilà. Voilà. Mais en même temps, moi je considère jusqu'aujourd'hui, eh bien, je l'ai cité récemment dans un article comme étant une mine d'or pour l'iconographie et pour les informations. Parce que les informations qu'il donne en 1931, il y a des informations qui sont très réelles, hein, et qui sont toujours vraies. Bien. Ensuite, il y a Joseph Kizerbo, Histoire générale de l'Afrique, 1972. J'ai oublié l'éditeur. Joseph Kizerbo. Donc, les deux références situent la provenance des lobbies et des Dagara au Ghana. Hein. Ils sont partis du nord du Ghana pour venir. Mais moi, j'ai une hypothèse qui me permet de penser et qui reste à fouiller, à vérifier, qui me permet de penser qu'ils sont partis probablement d'Afrique centrale pour ensuite arriver, hein, en suivant les côtes, pour ensuite arriver au Ghana. Parce qu'on trouve un vêtement au Tchad qui est identique aux vêtements Mossé, qui sont venus aussi du Ghana, selon les deux écrits, et qui est identique au même vêtement que l'on trouve avec les Dagara. Et on le trouve au Tchad. Ensuite, on trouve des noms. Aujourd'hui, par exemple, Zongo est un nom tchadien, mais c'est aussi un nom, comment dirais-je, Mossé, hein, Mouaga au Burkina Faso. On trouve des sommets au Cameroun, comme on trouve des sommets au Burkina aujourd'hui. Bon, ce sont des choses que j'ai pu établir à partir de faits réels empiriques que moi-même j'ai vécu, hein, entre le Cameroun et le Burkina, et qui restent à être démontrés sur un plan scientifique pour pouvoir être plus édifiant. Sinon, le dernier lieu le plus sûr, historiquement également, c'est le Ghana. Bien. Donc, ces deux populations qui ont une culture, qui ont des cultures qui sont proches. Par exemple, les noms qu'on porte, Sommet, Poda, Meda, hein, les noms qu'on appelle ici des patronymes, et qui là-bas sont des matronymes, parce que c'est la femme qui donne le nom à l'enfant, et non pas l'homme. Et ben, malheureusement, ça a changé, mais je ne peux pas rentrer dans ce détail maintenant. Voilà. Et donc, ils ont les mêmes noms. Ils ont les mêmes noms. Ils ont les mêmes vases. Hein, les pots en terre cuite, les canaries, les jarres, les houes pour travailler, les instruments de musique, ce sont les mêmes. Voyez, bon, il y en a même un en Dagara qu'on appelle le balafon des lobbies, l'Odjil, le balafon des lobbies. Hein, ce qui laisse entendre que ce balafon a été emprunté au lobby par les Dagara. Voyez, bon. Donc, si vous voulez, ces deux populations voisines, mais en même temps, voisines et avec des cultures, des éléments culturels similaires, mais en même temps avec des disparités très très importantes. Par exemple, la sculpture sur bois de cette façon-là, elle est très opulente chez les lobbies et pas assez chez les Dagara. Chez les Dagara, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, les lobbies les Dagara se sont très tôt christianisés. Ils ont accueilli la chrétienté très tôt, dès les années 1929. Ils étaient déjà christianisés. Alors que les lobbies, eh bien, jusqu'aux années 70, il y avait des villages entiers qui n'étaient pas du tout christianisés et qui, en outre, refusaient l'occidentalité. Ils se sont battus longtemps contre l'installation coloniale, si bien qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, si vous arrivez dans la ville la plus grande en pays lobby, qui est le chef-lieu de la province pendant longtemps, depuis l'époque coloniale, et qui s'appelle Gawa, eh bien, c'est une ville qui est peu développée par rapport aux autres villes dans la région. Et ça, c'est la volonté d'un conservatisme culturel autochtone très fort. Ils ont tout fait pour ne pas mettre les enfants à l'école, et ça a été une bagarre pendant très longtemps avec l'administration coloniale. Donc, voilà pour en deux mots sur les deux populations.
Et c'est cette similarité, en fait, qui m'a invité à m'intéresser à ces deux populations. Pourquoi? Parce que l'administration coloniale a appelé, en fait, l'ensemble des groupes sociaux dans la région, les a appelés les lobbies, ou même le lobby. Alors que le lobby n'est qu'un groupe social à côté des Dagara, à côté des Birifort, à côté des Djan, à côté des Gans, à côté des Dorossiers. Et aujourd'hui, il y a les Mossé. Et avant même la période coloniale, il y avait les Djoula, qui étaient des ambulants, des marchands ambulants, dont les femmes allaient orpailler dans les rivières du pays Lobi. Pourquoi? Parce que, du point de vue culturel, que ce soit Lobi ou Dagara, eh bien, l'or est un métal dangereux auquel il ne faut jamais toucher. En pays Lobi-Dagara, dans le temps, on peut voir de l'or comme ça dans les rivières, on ne prendra pas. Et ce sont les femmes Djoula qui venaient orpailler avec des calebasses dans les rivières parce que eux, elles, ce sont des commerçants et leurs hommes également. Donc, vous voyez, là, c'est quelque chose, et ça, c'est pas pour vanter les Lobi et les Dagara, mais j'ai trouvé après coup qu'une telle position était une position finalement très intéressante à examiner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous trouvez une mine d'or quelque part, c'est la guerre qui est déclarée. Voyez? Donc, ils avaient raison. L'or est un métal qu'il ne faut pas toucher, parce que ça apporte le malheur. Chez les lobbies, il y a un terme, Kumbois. Kum, c'est l'homme. Bois, ça veut dire beau. Kumbois, un bel homme. Voilà ce que disent les lobbies. Donc, pour les lobbies, la personne, on peut dire d'une personne qu'elle est belle. Dire d'une personne qu'elle est belle, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une belle stature. Une belle stature, un corps beau, physiquement. Par exemple, robuste, avec les veines bien apparentes, parce que des veines bien apparentes, eux, ils disent que c'est du muscle en fait. Vous voyez, le muscle, c'est pas tout ça, mais ce qu'on voit bien apparent, c'est du muscle, on voit du nerf. Et c'est là que se trouve la force. Et donc, du coup, le bel homme, c'est aussi un homme qui est fort, physiquement. Vous voyez? Bien. Maintenant, quand on dit Boutiba bois, Boutiba, c'est la statuette. Bois. Donc, une belle statue. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est l'aspect physique? Eh bien non. Ce n'est pas le physique de la statue qui est désigné. C'est l'utilité de la statue qui est désignée. C'est l'efficacité de la statue qui est désignée. Ça veut dire que c'est une statuette qui intervient soit dans les guérisons, soit dans la divination. En tout cas, du point de vue du rituel, c'est une statue qui remplit convenablement sa fonction. Suivant qu'on est dans l'ordre de l'objet ou dans l'ordre de l'humain, eh bien, c'est différent. Bon, le sens est différent. Je n'ai pas pu regarder chez les lobbies qu'en est-il des plantes, qu'en est-il des animaux, voyez, c'est-à-dire des êtres inanimés et des êtres animés. Ça, je n'ai pas regardé. J'ai regardé pour ce qui concerne les statuettes et pour ce qui concerne l'homme, et c'est différent. Cependant, j'ai été un peu plus long dans mes travaux sur cette question précise et par rapport au Dagara, pour une bonne et simple raison, hein, et c'est là, on revient à l'anthropologie, quand on dit aujourd'hui qu'il faut du long temps et qu'il faut connaître les langues, ça a son importance. C'est-à-dire que je maîtrise moins bien le lobiri que je ne maîtrise le Dagara, par exemple. Le Dagara, je maîtrise largement, et ça me permet de dire que chez les Dagara, on a deux termes. On a deux termes pour dire le beau. Un, nous avons polo. Polo, quand je dis polo, eh bien, qu'est-ce que ça désigne? Ça désigne d'abord la beauté physique. Mais la beauté physique qui s'apprécie en termes de croissance. En termes de croissance, à Paul Blé-Poila, le jeune homme est beau. Quand je dis Paul Blé, dans le jeune homme, il y a le mot Paul qui vient de Polo. Et donc, qui veut dire à la fois la croissance
mais la beauté. Autrement dit, ne peut être beau que ce qui croit. Si ça ne croit pas, ce n'est pas beau. Voyez? Donc, on a ça. Et du coup, dans ce premier terme, eh bien, cela s'adresse aux êtres animés. Pourquoi? Parce qu'on peut dire de cela d'une plante, que ce soit la tomate, que ce soit le maïs, que ce soit le blé, etc. Quand si je dis le blé est beau en Dagara, hein, à blé pola. Voilà, à blé pola. Ça veut dire que le blé a une belle croissance. Et dans cette croissance, je juge cette croissance à l'aspect du blé. Mais ce qui me veut dire que le blé est beau, c'est sa croissance. Ce n'est pas tant l'aspect. Voyez, l'aspect a beau être, si vous voulez, l'aspect ne peut pas être beau sans que le blé ne croisse. Bien. Donc, ça concerne les plantes. Ça concerne aussi les animaux. Voyez. Donc, pour nous, on dira Nalé poila. Le veau, Nalé c'est le veau. Le veau est beau. Voyez. Si je dis le veau est beau, eh bien on pourrait renvoyer ça ici à un veau qui est gras. Voyez, un veau qui est gras, c'est un veau qui a effectivement aussi une belle allure, il n'est pas maigrichon, il est bon, voilà, bien. Donc, là, on est sur le volet de l'être animé, ce qui veut dire que ça concerne l'homme, ça concerne les plantes et ça concerne les animaux. Bien. Ensuite, il y a un autre terme qui est vielo. Vielo. Bien. Si je prends celui-ci, eh bien, là, nous avons affaire à la notion de propreté. Le propre. À bonne viela. La chose est propre. On a la propreté. Et là, la propreté renvoie à une beauté intérieure, c'est-à-dire à la moralité. Hein? C'est-à-dire à la moralité. Et de ce point de vue, il est question de l'être humain. De telle sorte qu'on peut dire d'un homme, al pol blé pola, qu'est-ce vielle. Si j'utilise les deux termes, je dis à pol blé pola, le jeune homme est beau, qu'est-ce vielle, mais n'est pas beau, en utilisant vielo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que physiquement, il est très bien. Si on prend ça du côté charnel, il est irrésistible. Mais il est d'une moralité exécrable. Kébé n'est pas beau. Le jeune homme est beau, mais n'est pas beau. Voyez? Donc, on a, quand je traduis, en réalité, en français, on a un terme. Mais en Dagara, on a deux termes différents. Et dans la deuxième occurrence, eh bien, la beauté devient non même pas de la laideur, mais de la mauvaise moralité. Et du coup, la laideur serait la mauvaise moralité. Bien. Ensuite, on a un second entendement avec vielo. Vielo, utilisé à propos d'objets inanimés, par exemple, une statue, un canari, un vase, eh bien, là, il est question d'utilité, d'efficacité ou de rendement pour ce qui est des plantes et des animaux. Et donc, dans cette seconde occurrence de l'entendement du terme vielo qui dit la beauté, eh bien, cela concerne les objets, les animaux et les végétaux. Voyez? Donc, quand on prend vielo, il y a d'un côté, c'est l'être humain, et de l'autre côté, c'est les animaux, les végétaux et les objets. Par conséquent, conclusion, la beauté finalement, quand on le regarde chez les Dagara tel que je viens de le dire, en fait c'est une beauté qui s'énonce en fonction des catégories d'être. Suivant les catégories d'être, eh bien la beauté s'énonce. Autrement dit, on ne peut pas utiliser le terme beauté à propos de n'importe quelle catégorie d'être avec un sens qui serait le même pour tous les êtres. Ce n'est pas possible. Et ça, je pense, par inférence, je pense que c'est pareil chez les lobbies. Mais je préfère
pour être nuancé, dans la mesure où je n'ai pas pu analyser avec précision la langue lobbyrie, eh bien, je préfère m'arrêter à ce que j'ai dit pour les lobbies. Mais par hypothèse, je pense qu'il n'est pas impossible, parce que on a aussi chez les lobbies, par exemple, l'idée que l'homme, il est beau, mais n'est pas beau, ça existe aussi chez les lobbies. Que ce soit un homme ou que ce soit une femme, eh bien, on préfère avoir un homme, un bel homme, éthiquement parlant, ou une belle femme, éthiquement parlant, plutôt que d'avoir un bel homme physique ou une belle femme physique qui, intérieurement, n'est pas recommandable. Que l'on soit du côté des hommes ou du côté des femmes. Voilà plutôt la tendance qu'il y a. Qu'est-ce qu'on entend par société? Voilà. Si la société désigne en tout cas une entité dans laquelle des hommes vivent ensemble, hein, et donc une entité qui est organisée, eh bien, je dirais que société et culture sont des notions opérantes pour moi. Hein. Si on prend la société de cette façon-là. Si on prend la société comme étant en fait un espace social où il y a des institutions, des lois, des règles, des pratiques, eh bien cette société-là, pour moi c'est la société occidentale qui date de la modernité au moins. Et cette société-là n'est pas opérante pour les populations avec lesquelles je travaille. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme le beau tout à l'heure. J'ai dit que le beau comme concept est universel. Donc si on prend l'institution comme concept ou la loi comme concept, on peut dire que ça existe partout. Mais si on regarde les institutions comme une expérience humaine, conformément à la définition que j'ai donnée dans la première question que vous m'avez posée, si on considère l'institution comme étant une expérience humaine, eh bien les institutions, les sociétés européennes ne sont pas des sociétés africaines. Parce qu'il y a des institutions, certes, mais les institutions ne sont pas les mêmes. Je prends un exemple, le mariage. Si je prends le mariage dans une société africaine autochtone, non occidentalisée, non christianisée, n'est pas du tout le mariage en Europe. Quand je fais mes cours en société d'Afrique, par exemple, et que je parle du mariage, souvent les étudiants me disent à un moment donné, mais monsieur, c'est quand le mariage? À quel moment il y a le mariage? Or, moi j'expose tout un processus, et c'est ce processus qui est le mariage en fait. Et on veut que je dise, eh bien, un moment spécifique, comme une photo, hein, un moment photographié, syncopé, qui serait le mariage. Eh bien, vous voyez, avec ça, je ne peux pas dire qu'une telle société est opérante pour les espaces sociaux dans lesquels je travaille. Par conséquent, ce qui, pour moi, est opérant dans tous les cas, c'est le mot culture. C'est le mot culture, pourquoi? Parce que la culture, eh bien, on n'a pas forcément besoin d'institutions en tant que telles. Dans le mot culture, il y a les institutions. Dans le mot culture, il y a les lois, il y a les règles, il y a les pratiques. Et que par conséquent, puisque la culture est référencée à un groupe humain donné, que cette culture est variable selon les lieux et variable selon les époques, eh bien, ça me paraît beaucoup plus pertinent comme terme. Parce que quand je vais prendre la culture lobby, à l'intérieur de la culture lobby, il y a des institutions qui correspondent au lobby, il y a des lois qui correspondent au lobby, à leur façon de concevoir le monde, à leur façon de représenter les choses, il y a des pratiques qui leur correspondent, et que les lobbies des années 1920 ne sont pas les lobbies d'aujourd'hui et ne seront pas les lobbies de demain. Et par conséquent, eh bien, le mot culture, je peux l'utiliser, je peux travailler avec lui et je peux cheminer avec lui
Et à chaque fois, je présenterai en fait des pratiques que j'ai observées en fonction du moment où j'ai fait l'étude. Et la véracité de cette étude sera aussi en fonction du moment où j'ai fait l'étude et donc en fonction de la culture qui était en vigueur au moment où j'ai fait l'étude. Donc pour moi, le terme véritablement le plus opérant, c'est le terme culture. Il y a des recoupements possibles, mais à condition qu'on reste dans les mêmes espaces. Je ne pourrais pas recouper société dans la dernière forme, dans la deuxième forme de la définition de la société que j'ai donnée. Je ne recouperai pas cette société avec la culture dans l'espace lobby, par exemple. En revanche, je peux, recouper culture avec la première définition que j'ai donnée de société dans l'espace lobby. Tout comme je peux recouper société française avec culture dans l'espace français. Et pas d'un espace à un autre. Moi, je ne ferai pas ça. L'histoire de ces deux disciplines sont un peu différentes, en fait. Et l'ethnologie, en fait, est apparue beaucoup plus tôt. Hein? Et Durkheim, que vous citez tout à l'heure, eh bien, a fait ses premiers travaux, par exemple. Durkheim parle de sociologie de peuples primitifs. Progressivement, il y a eu en fait une séparation entre ethnologie et sociologie, mais qu'aujourd'hui, la frontière est en train d'être brouillée progressivement, Nous sommes nombreux, pas moi en tout cas, mais beaucoup d'entre nous parlent de socio-anthropologie. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de sociologues, et je dirais même depuis Bourdieu peut-être, beaucoup de sociologues travaillent sur la méthode qui est celle de l'ethnologie, c'est-à-dire l'observation, c'est-à-dire le qualitatif, les entretiens, et plus uniquement le quantitatif. Voyez? Donc il y a ça qui se produit, mais qu'à côté de cela, eh bien, il y a un mouvement qui est assez timide en ethnologie, qui est que l'ethnologie ne s'intéresse plus uniquement au lointain, parce qu'en réalité, la véritable distinction, c'était cela. Parce que cette science est historiquement liée avec le fait colonial. L'ethnologie s'adressait au lointain et pas aux proches. Et dans les années 30, l'ethnologie est apparue avec des études rurales dans le monde occidental. Taylor a parlé du folklore. C'est quelque chose d'important chez lui. Bien. Donc, si vous voulez, lorsqu'on touche au folklore, lorsqu'on touche aux ATP, eh bien, l'ethnologie ne s'adresse plus uniquement aux lointains, mais s'adresse également aux proches. D'accord? Et l'un des meilleurs exemples, eh bien, ça va être Marc Auger, avec l'ethnologie du contemporain. Ça va être Marc Auger. Et puis, aujourd'hui, là où je trouve que l'ethnologie n'a pas véritablement percé et est timide, eh bien, c'est le fait que l'ethnologie ne s'autorise pas à étudier certains faits en Europe comme étant des faits ethnographiques. Par exemple, qu'en est-il de la peinture de Raphaël du point de vue de l'ethnographie, du point de vue de l'ethnologie? Voici des choses que nous devrions faire en tant qu'ethnologues. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, les groupes humains européens sont des entités et dans ces entités, il y a des entités ethniques. Contrairement à ce qu'on a cru et contrairement à ce qu'on a dit pendant longtemps, l'ethnie n'existait que dans le lointain. L'ethnie ne peut pas exister en Europe. Voilà ce qu'on a toujours affirmé. Alors qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais le breton c'est une ethnie, l'alsacien c'est une ethnie, le catalan c'est ethnique, le basque c'est ethnique, parce que ce sont des communautés humaines qui se reconnaissent comme telles et qui revendiquent leur appartenance identitaire.
le flamand également. Donc, pourquoi on ne pourrait pas l'étudier? Tout simplement, on ne le fait pas parce que la chose a été idéologiquement affirmée et énoncée. Et on le trouve même dans la Grèce antique, hein? Même avec la chrétienté. Le rural, le barbare, le non-civilisé, c'est celui qui est devenu l'ethnie et l'ethnique. Voyez? Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'ethnie en Europe et qu'on ne parle pas d'ethnie en Europe. Alors aujourd'hui, il y a quelques personnes comme nous autres qui l'affirmons aussi hautement. Hein? Parfois on se fait... voilà. Mais moi je pense que, eh bien, il devrait y avoir cette possibilité-là. Mais ce n'est pas suffisamment fait. On a des collègues de Freiburg qui m'avaient contacté avant la Covid pour lancer un laboratoire de recherche dans lequel, eh bien, on demanderait aux chercheurs africains de travailler sur des objets européens et non plus uniquement sur des objets africains. Et que ce soit fait à l'envers, plutôt que de continuer à travailler sur l'Afrique. Par exemple, et c'est pareil pour l'Océanie, c'est pareil pour l'Amérique, etc. Ben, malheureusement, la Covid a fait que nous n'avons pas pu continuer et après la Covid, c'est tombé en désuétude et il n'y a plus rien eu. Mais voilà, moi je pense que c'est là que se joue cette question de croisement dont vous parlez. Voilà, c'est à ce niveau-là. Sinon, je ne peux pas croiser en fait les faits de la société occidentale avec les faits de la société africaine. Si je fais quelque chose de cette nature, eh bien moi je ne fais pas de croisement, mais je regarde ce qui de la société occidentale se développe dans la société non occidentale, et de ce point de vue, pour moi, ce n'est absolument pas africain, ni océanien, ni américain. Par exemple, le musée, puisqu'on parle de beauté. Le musée, pour moi, aujourd'hui en Afrique, n'est pas une institution africaine. C'est une institution européenne qui est installée en Afrique, qui essaye, tant bien que mal, d'exister, mais qui ne correspond pas encore au musée tel qu'on le connaît en Europe. Et toute humilité gardée, ça me paraît tout à fait normal. Pourquoi? Parce que la chose ne commence véritablement qu'avec la colonisation, et pas avant. Hein? Et si je peux vous donner un exemple, le musée national du Cameroun date de 2015. Le musée national du Cameroun, c'est-à-dire l'institution du musée au Cameroun comme musée national, c'est 2015. Donc ce n'est même pas après la colonisation. Et pourtant, il y a des formes de musées au Cameroun qui préexistent à la colonisation. Et donc, qu'est-ce qui fait que le musée national n'apparaît qu'en 2015? D'abord, l'homme est l'être par qui la beauté et le lait sont appréhendés. En dehors de l'homme, la beauté, comme la laideur, n'a pas de sens. On est d'accord? Bien. Et donc, si c'en est ainsi, eh bien, je dirais que eh bien, beauté et laideur sont nécessairement culturels. Hein, ce sont des faits culturels. Et si ce sont des faits culturels, eh bien, beauté et laideur impliquent le social, le politique et l'historique. On ne peut pas dissocier. Hein, on ne peut pas dissocier. La beauté et la laideur, eh bien, se conçoivent dans l'histoire, marquent les gens de façon différente. Et puis, c'est un fait social. Il ne peut pas, là encore, de mon point de vue, eh bien, je n'arrive pas à imaginer une société qui n'ait pas de sensibilité au beau. Hein? Donc, c'est un fait social, un peu, non pas, je dirais pas total, au sens maussien du terme. Voilà, c'est un phénomène social, pour être plus juste. C'est un phénomène qui a des déclinaisons politiques, au sens de l'action politique, au sens de l'agir politique.
Donc, la question commence par le jugement esthétique. Voilà. Mais s'agit-il vraiment du jugement esthétique? Voilà. Moi, j'ai des doutes et je pense que je vais vous faire une réponse à partir de ce doute et non pas véritablement à partir du jugement esthétique en tant que tel. Dans l'explicitation de la question, eh bien, j'y vois un mode d'être éthique, hein, plutôt qu'un jugement esthétique. Et ce mode d'être éthique, eh bien, touche le rapport à l'autre. Hein, ce mode d'être éthique touche le rapport à l'autre, qui me fait poser la question suivante. Qu'est-ce qui est important dans les rapports humains? Est-ce le paraître? Hein, voilà, là, le paraître physique, tel que je suis, tel qu'un être est, tel qu'il se présente, même si là, c'est-à-dire le paraître, même si le paraître a une importance, je dirais, dans l'ordre de la sensibilité. Est-ce le paraître qui est important ou est-ce l'être en tant que tel qui est important? Celui qui est en face de moi, celui que je vois, est-il un autre moi ou doit-il être une souffrance? Est-ce que celui qui est en face de moi est une souffrance? Est-ce que celui qui est en face de moi doit être une souffrance? Et une souffrance dans laquelle, eh bien, je fais quoi? Eh bien, je trouve une occasion de plaisir. En réalité, finalement, c'est la question qui est posée. C'est-à-dire, tel que lorsque quelqu'un se moque, lorsque quelqu'un rit de l'apparence d'un être, et que cette apparence est au fond le signe distinctif d'une souffrance, mais celui qui rit prend plaisir dans la souffrance. Si on est dans cette dernière alternative de mon questionnement, eh bien, ce n'est pas humain. Si on est dans la dernière alternative, on n'est pas dans l'humanité. On n'est pas dans l'humanité. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que chaque fois que la beauté en tant que telle et le lait également sont indissociables des questions, vous avez dit quoi, de pouvoir, de domination, de violence et de souffrance, chaque que la beauté et le lait sont dans ce rapport, eh bien c'est l'occasion de la négation de l'amour. Négation de l'amour. Mais quel amour? Il ne s'agit pas de ce que nous entendons couramment, mais le vrai amour. Et le vrai amour, dans le vrai amour, eh bien, l'objet n'est ni le désir, ni encore moins la satisfaction du désir. Ce n'est pas ça. Dans le vrai amour, ce n'est pas ça. Dans le vrai amour, ce qui se joue, c'est le bien. C'est le bien qui se joue dans le vrai amour. Je vais dire tout simplement que dans le vrai amour, le sujet veut toujours faire du bien à l'autre, sans rien attendre, sans attendre une récompense, sans attendre une satisfaction, faire du bien à l'autre tel que je voudrais être moi-même, c'est-à-dire donner à l'autre ce que je me donnerais dans l'amour. C'est ça le vrai amour pour moi. C'est pour cette raison que je dis que pour moi, ce n'est pas vraiment du jugement esthétique qu'il est question. Même s'ils l'ont exprimé comme ça, avec l'explicitation qui est donnée dans la question, c'est comme ça que je le comprends. On peut avoir en fait des critères qui nous permettent de voir en quoi une chose est proprement belle. Mais pouvons-nous avoir des critères pour une chose proprement laide?
1966. Hein, vous savez que c'est le premier festival des arts nègres à Dakar. En marge de ce festival, on va avoir un colloque. Hein, et c'est là que Michel Leiris intervient. Et son texte va paraître dans les actes du colloque. Comme d'ailleurs aussi je crois, hein, le discours de Malraux. Hein, le discours de Malraux, ministre d'État, hein, qui représente la France au Festival des Arts Nègres, il va parler. Et le discours de Malraux va susciter le discours pas de Senghor, de Césaire, Aimé Césaire, qui n'avait pas prévu de prendre il ne devait pas prendre la parole. Mais après avoir écouté le discours de Malraux, il a considéré que c'était une leçon qui était donnée aux Africains, et Césaire est porteur de la négritude. Hein, avec Senghor, eh ben, il va rentrer chez lui à l'hôtel, et puis la nuit, il va prendre un discours qu'il va dire le lendemain pour répondre à Malraux. Hein? Bon, je contextualise, mais cette contextualisation est déjà une ouverture sur, en fait, ce que vous avez appelé l'actualité du texte de Leiris. Mais avant, je voudrais quand même ajouter, Dakar n'est pas un lieu anodin. Hein? Dakar, c'est l'entrée de la France en Afrique noire. Hein? C'est l'endroit le plus important pour la France en Afrique noire. C'est là que va se situer le gouverneur de l'Afrique occidentale française. Hein? Et Dakar, c'est une ville qui a été construite, parce que la capitale, normalement, c'est Saint-Louis. Dakar a été construite par Faidherbe, hein, Louis-Léon Faidherbe, ce polytechnicien, grand haut officier de l'armée, qui va en réalité conquérir le Sénégal, et c'est sous sa responsabilité qu'on va engager la colonisation de l'Afrique noire. Voyez, et on a construit Dakar, là où se trouve Dakar, parce que c'était le meilleur endroit pour l'arrivée des bateaux. Hein, et c'était important pour le commerce. Donc on est déjà sur une volonté d'urbanisation, une volonté de structuration du territoire. Hein, voilà pourquoi on va construire Dakar, et Faidherbe sera gouverneur du Sénégal de 52 à 65, 1852-1865, c'est-à-dire 13 ans. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que nous sommes dans un contexte colonial, et nous sommes seulement 6 ans après l'indépendance officielle des pays d'Afrique noire francophone, voyez, pour la plupart. Et là, on organise un festival sur une notion, enfin, qui désigne une réalité encore en discussion. C'est quoi l'art africain? C'est quoi l'art? Alors, à l'époque, on parle d'art nègre. C'est quoi l'art nègre, finalement? Parce que nous sommes en 66. Mais il ne faut pas oublier que l'art nègre, en réalité, c'était les arts d'Afrique noire, plus l'Océanie. Tout ce qui avait des traits négroïdes appartenait à l'art nègre. Quand on arrive au festival de Dakar en 66, lorsque Malraux parle, le discours de Malraux est un discours dans lequel il est question, eh bien, de faire la promotion de l'art africain. L'une des premières fois où le terme est prononcé, c'est dans le discours de Malraux. Voyez, dans le discours de Malraux. Bien que le discours sous un autre aspect, évidemment, est critiquable, Césaire a trouvé que c'était un discours paternaliste, et c'est ça qui a suscité sa réponse, voilà. Mais il y a la défense de ce qu'on va appeler l'art africain. Il va le prononcer, mais le terme ne sera pas utilisé à profusion tout de suite. Il faudra attendre quand même. On va continuer de parler d'art nègre.
Mais le terme d'art africain va commencer aussi à être utilisé jusque dans les années 80-90, où le terme art africain s'impose véritablement, même si les débats sur le Quai Branly va venir encore susciter les termes d'art tribal, etc., parce que c'est bon pour le marché. Pourquoi je donne tout ce contexte? Parce que le propos de Michel Leiris ne peut pas être évalué en dehors de ce contexte. La façon dont écrit Michel Leiris participe en réalité, en tout cas c'est la lecture que moi j'en ai, participe en réalité de la défense des cultures africaines et des Africains. C'est un moment où, eh bien, on cherche à dire que les Africains sont comme les Européens. Ils ne sont pas moins, ils ne sont pas plus. Voyez? D'où dans le texte de Michel Leiris, eh bien, tous les exemples qui sont convoqués pour donner les termes qui sont utilisés pour dire beau, pour dire laid, hein, en bamana, en djoula, hein, ou là où il parle de qui est. En fait, qui est, vous savez ce que c'est? T-Y-E, c'est l'homme. Hein, qui est mani. Alors, il écrit tiers, mais en réalité, il faudrait écrire C, C-I, epsilon, etc. Qui est que. Hein, le son que en transcription phonétique, n'est-ce pas? Qui est mani. L'homme n'est pas bien. Hein, ou, vous voyez déjà, moi j'ai mal traduit, d'une certaine... Enfin, j'ai mal traduit. Pour moi, l'homme n'est pas bien. Mais dans son texte, l'homme n'est pas beau. Hein, qui est mani. Il va donner beaucoup d'exemples pour montrer que on a des termes pour dire beau dans les langues africaines et que les Africains ont la capacité linguistique d'énoncer la beauté comme d'énoncer la laideur. Non, le problème ne se pose pas. De ce point de vue, le texte est encore d'actualité. Pour moi, le texte est encore d'actualité et il a d'autant plus d'actualité que, là, on parle de beauté. Mais on pourrait appliquer le texte au terme art également. Qu'est-ce que ça veut dire art pour les Africains? Il le dit aussi dans le texte. L'art n'est pas ce qu'on entend en Europe. L'art, c'est quelque chose qui est utile, au fond. C'est quelque chose qui a une fonction. Si ça n'a pas de fonction, si ça n'a pas d'utilité, ça ne sert pas à grand-chose. Vous voyez? Ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, de ce point de vue, c'est encore d'actualité. Mais là où peut-être il y a une petite nuance, c'est lorsque le texte, en fait, j'allais dire, défend l'africanité de la laideur et de la beauté. Eh bien, cette défense de l'africanité, elle est récupérée aujourd'hui, elle est reprise aujourd'hui, et notamment dans la voix des Africains, voix VOIX, dans la voix des Africains, eh bien, c'est devenu en fait un mimétisme revendicatif. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, moi aussi je suis, moi aussi j'ai. Voyez? Et là, pour moi, c'est pas intéressant. Et c'est là où il y aurait quelque chose, non pas à corriger ou à ajouter au texte de... Enfin, non pas à corriger le texte de Michel Leiris, mais peut-être à ajouter au texte de Michel Leiris, mais à partir de ce qui a été dit, qui serait que, eh bien, il ne s'agit pas de dire « moi aussi j'ai »,« moi aussi je suis ». Il s'agit plutôt de dire ce que sont les Africains, ce que sont les cultures africaines, ce qu'est la beauté africaine, ce qu'est la laideur africaine, si tant est que cela est possible, mais en sachant ce que signifie beauté du côté occidental, laideur du côté occidental, esthétique du côté occidental, savoir ce que ça signifie. Parce que, pourquoi je dis cela? Parce que finalement, eh bien, les Africains parlent, écrivent avec des termes en français, en anglais, en portugais, etc., etc.
Donc, par conséquent, quand ils utilisent le mot art, ou quand ils utilisent le mot esthétique, ou quand ils utilisent le mot beau, alors que ce n'est pas dans des langues africaines, mais forcément, ça ne veut pas dire la même chose. Ça devient de la traduction. Mais une traduction finalement qui impose l'interprétation en réalité. Plutôt que de traduire, il faut interpréter. Et si on veut interpréter, il faut déjà savoir ce que signifient ces notions dans leur contexte d'appartenance épistémologique. Et c'est ça que moi j'ajouterais. Et c'est ça que j'aurais voulu que nos collègues africains et africanistes défendent. Et non pas de chercher à dire, eh bien, il y a de l'art en Afrique. Parce qu'on a aussi des chercheurs européens qui disent, mais pourquoi on devrait dire qu'il n'y a pas d'art en Afrique? Mais si, il y a de l'art en Afrique. Non. Pourquoi on pourrait dire qu'il n'y a pas d'art en Afrique? Pourquoi pas? Simplement, il faut savoir pourquoi on le dit. Et dans quel contexte on le dit. Et à quelles conditions. Hein? Le fait de dire qu'il n'y a pas d'art en Afrique, on voit toujours cela comme étant une négation, comme étant un manque de considération des Africains. Mais non, c'est pas ça, de ça qu'il est question. Pour moi, ce qui est important, c'est la réalité africaine. C'est quoi la réalité africaine? Voilà ce qui me paraît important. Mais qui on le dit, eh bien, il faut qu'on sache ce que ça veut dire. Enfin, les mots qu'on utilise du côté européen, il faut qu'on sache ce que ça veut dire. Sinon, c'est pas pertinent. Dans un premier temps, moi, je parlerai plutôt de plurivalence et pas d'ambivalence. Si on devait entendre l'ambivalence comme ce qui introduit de l'ambiguïté, je dirais que je préfère la plurivalence, en ce sens que la plurivalence dit tout de suite qu'il y a des conceptions diverses d'envisager le beau, d'envisager le laid, et que de ce point-là, eh bien, chaque valence, si j'ose dire, chaque valence a sa valeur. Et en tant que valeur, et en tant que valence, elle est précise et déterminée. Donc, il n'y a pas de doute de ce côté-là. Bien. Mais après, ce que vous appelez ambivalence, en réalité, c'est la présence à la fois du laid et du beau. C'est la présence à la fois du goût et du dégoût. C'est ce que moi j'appelle l'indécision et que vous trouvez en fait, mais je crois que c'est encore Kant, avec les vagues de l'océan. L'océan dans sa fureur, n'est-ce pas? À l'occasion de tempêtes, l'océan fait peur. Là, oui, oui, je dirais oui, il y a, de ce point de vue-là, il y a de l'ambivalence. Mais moi, je pense que cette ambivalence, en fait, là encore, une fois, on est du côté de la crainte face au gigantisme du phénomène qui pourrait, en fait, nous supprimer la vie, mais en même temps, nous attire. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je ne peux pas voir des accords de point de vue, si c'est ce que vous voulez dire, du point de vue de la beauté, entre deux modes d'être, de pensée, par exemple, hein, pour reprendre le terme de Mauss. Hein. Si je pars d'une culture à une autre, eh bien, je suis dans la plurivalence. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un accord. En revanche, il peut y avoir des coïncidences. Il peut y avoir des coïncidences, il peut y avoir des ressemblances, il peut y avoir des similitudes. Mais ces similitudes, ce ne sont pas des choses qui constituent des accords. Parce que les deux cultures ne se sont pas concertées. Je pense au texte de Boas, Primitive Art, 1906, je crois, 1905 ou 6, à Oslo. Hein. Bon. Dans ce texte, il parle des Inuits, ceux qu'ils appelaient les Esquimaux de son temps.
eh bien, il dit que eh bien, les Inuits conçoivent la beauté comme nous, hein, qu'ils craignent les choses comme nous, qu'ils ont la danse comme nous, etc., etc. Quand il dit ça, après son voyage à Baffinland, c'est pas parce que les Inuits et les Européens se sont concertés. Là, par exemple, il y a ce que moi j'appellerais la coïncidence. Hein? Il y a ce que j'appellerais les similitudes, sans concertation. Et ce qui, d'ailleurs, me conduit à dire que de telles similitudes nous donnent la preuve de l'unité du genre humain. Nous n'avons pas eu besoin, eh bien, de nous rencontrer, mais nous avons des choses qui sont comparables, voire identiques, alors que nous n'avons pas eu de contact auparavant, alors que nous ne nous sommes pas concertés auparavant. Donc, pour moi, ce ne sont pas des accords, mais ce sont des similitudes. Hein, des similitudes non voulues consciemment, des similitudes non construites consciemment, hein, et voilà, et c'est pour ça que ça ne peut pas être des accords. Ce sont des rencontres non construites. C'est une pièce qui était dans cet état au moment de sa collecte. Ça veut dire qu'elle était comme ça au début, comme celle qui est couchée, la pièce qui est couchée, avec des motifs, avec des pigments de couleur. Vous voyez, ça veut dire qu'à la fabrication, c'était comme ça. Et que finalement, avec le temps, la pièce a perdu tous ses pigments. Et donc, vous voyez, de ce côté-là, nous sommes tout à fait dans un contexte absolument occidental. Hein? C'est-à-dire que la pièce la plus intéressante, c'est la plus ancienne. Hein? C'est-à-dire celle-ci. Et chaque fois que les gens viennent et ils parlent de la beauté de ces deux pièces, la pièce la plus belle, c'est la pièce la plus ancienne. De la part des visiteurs européens qui viennent voir les collections quand ils viennent et qui voient les deux pièces. Ils disent rarement de la beauté de cette pièce, alors qu'elle est très belle celle-ci aussi, vous voyez, mais ils disent rarement de la beauté de cette pièce. Les deux lobbies, alors ce sont des pièces qui sont personnelles, les deux lobbies. Je les ai achetées à Ouagadougou. Mais moi, je les ai achetées parce que je trouvais que, eh bien, ces deux pièces qui sont dans un concept esthétique plutôt occidental. Même si ça a été fait par des lobbies. C'est-à-dire que le traitement géométrique d'ensemble de chaque pièce, eh bien, défie quand même les lois de la gravité. Et ces deux petites statues tiennent sans socle et sans aucun autre support. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve que ça défie les lois de la gravité. Voilà. Et j'ai vraiment acquis ça pour ça. Et pour moi, nous sommes dans un concept esthétique, non pas africain, mais plutôt occidental. Du point de vue des traits généraux, pas la forme de la statue. Et si on parle de la forme de la statue, avec les jambes fléchies comme ça, eh bien, nous sommes dans une forme typiquement africaine. La plupart des statues africaines ont les jambes fléchies au niveau des genoux, plus ou moins. Il y en a qui sont beaucoup plus fléchies. Par exemple, ça c'est l'exemple le plus parlant en termes de jambes fléchies. Et ces jambes fléchies, qui est un critère esthétique africain du point de vue de la création, eh bien, c'est un critère qui fait référence à la danse. Dans cette position, si je m'en remets à Alphonse Thierroux, c'est un chorégraphe ivoirien. Il a fait un ouvrage qui s'appelle le doblé. Le doblé, c'est les positions de la danse en Afrique. J'ai parfois des réserves par rapport à son travail, mais sur uniquement la position des jambes, eh bien, je lui accorde un certain crédit
parce que je me suis intéressé à cela, j'ai commencé à regarder véritablement, à observer dans l'art africain, et j'ai trouvé que la plupart du temps, cette position fléchie des jambes est une position qui est assez récurrente. Hein? Et c'est une position que l'on trouve beaucoup dans les positions de danse en Afrique. Et donc c'est une position de base également pour la danse africaine. Donc de ce point de vue, je pense qu'il n'a pas tort de dire que cette position est une position de base qu'on retrouve, et c'est ça qui me fait dire que c'est un trait de caractère esthétique dans les créations, au moins des sculptures en Afrique noire. Hein? Et donc là, celle-ci, la grande statue à côté des lobbies, les petites statues, eh bien c'est une statue Bamana. Alors Bamana plutôt que Bambara. Bambara qui est l'appellation Peul des Bamana. Le nom authentique c'est Bamana. C'est un ethnologue, Youssouf Tata Cissé. Il n'est plus de ce monde, il était malien d'origine. C'est la génération de Germain Diterlin, élève de Griol, qui a permis de vraiment faire la distinction, de savoir désormais qu'il faut dire Bamana et non pas Bambara. Hein? Nous tous on disait Bambara, 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 hein? Alors qu'en fait Bambara est un exonyme, c'est l'appellation que les Peuls ont donnée au Bamana. Donc c'est une statue Bamana, hein, que l'on voit à côté, qui a un peu une ressemblance morphologique avec cette statue Dogon, qui est dans la catégorie des statues Dogon. Cette dernière grande, eh bien c'est une statue d'ancêtre. Et l'une des caractéristiques de la statue d'ancêtre Dogon, chez les Dogons, c'est le fait de réunir au moins deux caractéristiques morphologiques, masculin et féminin à la fois. On a la proéminence de la poitrine ici qui renvoie à la femme, et on a la barbe postiche qui renvoie au caractère masculin, hein, qui énonce une forme d'androgynie, si j'ose dire, et qui, dans la culture Dogon, renvoie à la conception de la personne chez les Dogons, qui est que pour les Dogons, on est homme et femme à la fois. On n'est jamais homme, on n'est jamais femme, on est homme et femme à la fois, et c'est au moment de l'initiation qu'on est déterminé homme et femme, hein, et pas avant. Généralement, dans les statues d'ancêtres Dogon, on a ces deux caractères qui apparaissent à la fois sur la statue. Les deux masques, ce sont des masques Koromba, ou Kurumba, c'était l'appellation ancienne, et c'est encore Gaël Weiss qui nous a corrigé, hein, depuis sa thèse. Eh bien, moi, j'essaye de ne plus dire Kurumba, j'essaye de dire Koromba, parce que c'est comme ça que la population se désigne. Hein, la population ne s'est jamais désignée Kurumba, et là, on a encore affaire à une transcription phonétique, hein, qui fait que eh bien, les Français ont transcrit Kurumba au lieu de Koromba. Et donc, ce sont des masques, des cimiers de masques exactement. Parce que, alors moi je l'ai dit, il y a un texte qui est sorti, je ne sais plus c'est quelle année, 2004, hein, le musée à l'ère de la mondialisation. Dans ce texte, par exemple, j'ai dit que, eh bien, tout ce que nous avons comme masques en Europe, eh bien, ce sont des débris. Ce sont des débris, c'est-à-dire des morceaux de masque, et pas le masque. On n'a jamais le masque entièrement. Hein? Ou très rarement, quand on a le masque entièrement, on a le costume qui est soit fait en feuille ou en raffia, hein, de la fibre qu'on voit ici. Vous voyez, normalement, quand on pose ça sur la tête du porteur, eh bien, dans la forme de celui qui est sur le piédestal droit, eh bien, quand on pose ça sur la tête, eh bien, on a les franges des fibres qui retombent sur le costume d'ensemble, de telle sorte que le porteur du masque n'est absolument pas vu, sauf peut-être au niveau des chevilles. Peut-être au niveau des chevilles, on peut penser
que c'est un homme. Je dis bien penser que c'est un homme, parce que pour la conception, enfin, selon la conception autochtone, ce n'est jamais un homme. C'est un être divin. Vous voyez, c'est un être divin. Donc, ce qu'on voit là, alors on pourrait dire, ben, c'est un Dieu qui a pris la forme d'un homme et qui se présente aux hommes. Voilà. Et tout le reste, on ne voit pas. Et si pendant la danse, malheureusement, le danseur chute, ou qu'il y a quelque chose qui se décroche, eh bien, les maîtres d'initiation accourent et empêchent que l'individu, le porteur, ne soit vu par les autres. Voyez? Donc, le secret doit être gardé jusqu'à la fin. Donc, ce sont des masques qui se produisent, comme nous a répété tout à l'heure Gaël Weiss, ben, ça peut sortir à l'occasion d'épidémies, ça peut sortir à l'occasion de cérémonies agraires, ça peut sortir, par exemple, le début de l'agriculture ou à la fin des récoltes, ça peut sortir à l'occasion du décès d'un dignitaire, ça peut être le chef de village, ça peut être un membre de la famille des masques ou un autre notable, voyez, et dans le cas du chef, ben, c'est pas parce que le chef n'est plus que son autorité a disparu. Hein, et le fait que ça sorte, justement, rappelle la continuité de l'autorité du chef. Hein, tout doit être gardé jusqu'à la désignation du prochain chef.